A-t-on jamais rien vu de si mauvais que ce Milon de Crotone? C'est la tête et le bras du Laocoon antique, mais le Milon de Bachelier se laisse bêtement dévorer une jambe par un loup qui l'étranglerait avec sa main libre si seulement il songeait à s'en servir. Et l'on se demande pourquoi il ne tombe pas à la renverse. Monsieur Bachelier, de grâce, retournez à vos tulipes. Voici comment Diderot fit basculer dans les oubliettes de l'histoire de l'art un Jean-Jacques Bachelier qui aurait peut-être mérité une autre destinée. Diderot est bien plus amusant quand il s'en prend à Joseph Vernet, un peintre dont la renommée était, et de loin, supérieure à la sienne. Les vues que M. Vernet a données cette année sont belles, mais elles intéressent moins que ses compositions précédentes. Cela tient au moment du jour qu'il a choisi. On dirait volontiers, en les regardant, à demain lorsque le soleil sera levé. Il est sûr que M. Vernet n'a pas peint ces morceaux à l'heure qu'on choisirait pour les admirer. Puis Diderot commet, à mon sens, le plus grand faux pas de sa carrière de critique, ayant soutenu son ami Greuze pour la réalisation d'un portrait du duc de la Rochefoucauld. Il prend ombrage de lui voir préférer le peintre Alexandre Rollin et décide en conséquence d'exécuter ce dernier. Le Louis XV de Rollin a l'air d'un escroc à la vue basse. On ne le distingue que parce qu'il a le chapeau sur sa tête. Ce délicieux portrait de sa propre épouse prouve pourtant qu'Alexandre Rollin était un peintre de premier plan. Toute honte bue, Diderot tente d'ailleurs de donner le change en s'en prenant mollement à son idole Jean-Baptiste Greuze. Sa petite blanchisseuse est charmante, mais c'est une coquine à laquelle je ne me fierai pas. Je serais seulement tenté d'avancer son tréteau un peu plus sous elle, afin qu'elle fût mieux assise. Et l'on devine quelle fabuleuse béquille le graveleux philosophe des Lumières est tenté de glisser sous les fesses de la pauvrette. Mais il est temps pour Diderot de se souvenir que celui qui l'aborde entre tous, c'est Boucher. Toujours la même facilité et les mêmes défauts qui gâtent un talent rare. Quant à la couleur, ordonnez à votre chimiste de vous faire une déflagration de cuivre par le nitre, car c'est celle d'un émail de Limoges. À la bonne heure, voici Amédée, un Vandelot qu'il avait jusqu'à présent épargné. Son tableau vous fera sentir mieux que tout discours ce qu'est le défaut d'harmonie dans la couleur. Rien n'est mal, mais tout est discordant. On dirait qu'il a séjourné 20 ans dans une église humide. Ce Vandelot est le plus faible de la famille. Châle, mon ami, vous ici? Je vous croyais zozo. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous peintre? Il y a tant d'autres métiers dans la société où la médiocrité est utile. Vous avez rapporté d'Italie quelques centaines de vues dessinées où il y a de la vérité. Monsieur Châle, continuez de nous donner vos vues, mais ne peignez plus. Et Diderot ose un pari qui se révélera payant, du moins dans un premier temps, puisque 2 ans après sa critique, le jeune Philippe-Jacques de Louterbourg sera nommé peintre de Louis XV. Quelle intelligence et quelle vigueur! Cet enfant naquit donc le pouce passé dans la palette? Où peut-il avoir appris ce qu'il sait? Dans l'âge mûr, après une longue expérience, on s'élève rarement à ce point de perfection. Enfin, voici Chardin. Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j'ai besoin de me faire les yeux. Pour voir ceux de Chardin, je n'ai qu'à garder ceux que la nature m'a donnés et m'en bien servir. Oh Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge ou du noir que tu broies sur ta palette. C'est la substance même des objets. C'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. On n'entend rien à cette magie. Approchez-vous, tout se brouille, s'aplatit et disparaît. Éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit.